22 siècles de silence sous une colline verte. 8000 soldats d'argile alignés dans le noir, lances dressées, regards tournés vers l'est, et pas un seul visage semblable à l'autre. Une armée entière façonnée pour ne jamais être vue, enfouie pour l'éternité afin de veiller sur un mort. Pourquoi un empereur a-t-il fait enfouir 8000 guerriers de terre cuite, chacun doté d'un visage unique, pour garder un tombeau que personne, en 2200 ans, n'a jamais osé rouvrir? Ce mausolée près de Xi'an, en Chine, cache une énigme plus profonde qu'il n'y paraît. Ce que l'on a exhumé ne représente qu'une fraction infime de ce qui dort encore sous la terre. Pour comprendre cette démesure, il faut remonter à celui qui l'a voulu, un enfant devenu maître d'un monde obsédé par une seule idée. À 13 ans, un garçon monte sur un trône et donne aussitôt l'ordre de creuser sa propre tombe. Nous sommes en 246 avant notre ère. L'enfant s'appelle Yingzheng. Il règne sur le royaume de Qin, l'un des 7 États qui se déchirent alors dans une Chine morcelée. Il n'a pas encore livré une seule bataille, il n'a pas encore unifié quoi que ce soit. Et pourtant, déjà, des ouvriers commencent à retourner la terre au pied du mont Li. Le chantier qui s'ouvre ce jour-là ne s'arrêtera qu'à la mort de cet enfant, 36 ans plus tard. Il aura mobilisé, selon les sources antiques, jusqu'à 700 000 hommes. Ce chiffre déconcerte. 700 000 travailleurs, c'est la population d'une grande ville moderne entière, employée pendant près de 4 décennies à bâtir la demeure d'un seul homme après sa mort. Il faut mesurer ce que cela signifie. Aucun palais destiné aux vivants, dans toute l'Antiquité chinoise, n'a jamais réclamé un tel effort. La tombe, elle, l'a exigé. Dès l'enfance de son commanditaire, elle est devenue le grand œuvre d'une vie, non pas un projet parmi d'autres, mais l'ouvrage central autour duquel tout le reste s'organiserait. Pour saisir cette obsession, il faut comprendre le monde dans lequel grandit Yingzheng. La Chine du IIIe siècle avant notre ère n'est pas un empire, c'est un champ de bataille permanent. 7 royaumes rivaux se combattent depuis plus de 200 ans, dans une période que les historiens chinois nomment les royaumes combattants. On y meurt par centaines de milliers. Les alliances se nouent et se trahissent d'une saison à l'autre. Un jeune souverain y apprend très tôt que le pouvoir est fragile, que la mort rôde, et que rien ne dure, ni les serments, ni les dynasties, ni les hommes. C'est dans cet univers que l'enfant roi conçoit un dessein qui va dépasser tout ce que l'on connaissait. En 25 ans, méthodiquement, il abat ses rivaux un à un. Le royaume de Han tombe, puis celui de Zhao, puis le Wei, le Chu, le Yan, le Qi. En 221 avant notre ère, le dernier adversaire s'effondre. Pour la première fois de son histoire, la Chine est unifiée sous une seule autorité. Yingzheng ne se contente pas du titre de roi. Il forge un mot nouveau pour se désigner, un titre que nul n'avait porté avant lui. Il se proclame Qin Shi Huangdi, le premier empereur augustueux de Qin. Le premier empereur, tout court. L'homme qui prend ce nom n'est pas un simple conquérant. En quelques années, il impose à un territoire immense une unité qui va le marquer pour des millénaires. Il unifie l'écriture, afin que les mêmes caractères se lisent d'un bout à l'autre du pays. Il unifie les poids et les mesures, pour qu'un boisseau de grains pèse le même poids partout. Il unifie la monnaie, ces pièces rondes percées d'un trou carré qui circuleront pendant 2000 ans. Il fait même standardiser l'écartement des essieux des chariots pour que toutes les roues suivent les mêmes ornières sur les routes de l'Empire. Cette volonté de normaliser, de rendre tout identique et interchangeable, on la retrouvera plus tard, gravée dans l'argile, jusque dans les entrailles de sa tombe. L'air, autour du mont Li, est sec et poussiéreux. Le vent porte l'odeur de la terre remuée et la sueur de dizaines de milliers d'hommes. On entend le raclement des outils, le choc sourd des pioches, le grincement des chariots qui emportent la glaise. À perte de vue, le sol s'ouvre en tranchées, en fosses, en couloirs. Ce n'est pas un tombeau que l'on creuse là, c'est un monde entier que l'on enfouit, patiemment, sous la plaine du Shaanxi. Reste la question que tout cela pose. Pourquoi un homme aussi puissant, maître d'un empire qu'il vient d'arracher au chaos, consacre-t-il une part démesurée de ses ressources, non pas à régner, mais à préparer sa mort? La réponse tient dans un paradoxe qui habite Qin Shi Huangdi jusqu'à la fin. Cet homme qui a soumis un monde entier ne parvient pas à soumettre la seule chose qui lui résiste, sa propre mortalité.
Les textes anciens rapportent qu'il en avait une peur panique. Il envoie des expéditions vers les mers de l'Est à la recherche d'îles fabuleuses où pousserait, dit-on, une plante d'immortalité. Il reçoit des alchimistes, des devins, des faiseurs de miracles. Il ingère des préparations censées prolonger sa vie, dont certaines, l'ironie est cruelle, contenaient probablement du mercure, ce même métal dont la légende dira plus tard qu'il coulait en rivière dans sa tombe. Le poison qu'il avale pour ne pas mourir hâte peut-être sa fin. Et là se dessine la logique profonde du mausolée. Puisque la mort ne peut être vaincue, elle sera apprivoisée. Puisqu'on ne peut échapper à l'au-delà, on l'aménagera comme un empire. Qin Shi Huangdi ne construit pas une tombe pour y pourrir, il construit un royaume souterrain où continuer de régner. Il lui faut donc tout ce qu'un empereur possède de son vivant, un palais, des serviteurs, des trésors, des chevaux. Et surtout, il lui faut une armée qui ne dort jamais, qui ne trahit jamais, qui montera la garde pour l'éternité contre les ennemis qu'il a vaincus et dont il redoute encore, par-delà la mort, le retour. Voilà pourquoi, au pied du mont Li, sous la terre du Shanxi, un enfant devenu premier empereur du monde chinois a lancé le plus grand chantier funéraire de l'Antiquité. Non pour honorer un souvenir, mais pour prolonger un règne. Non pour marquer la fin d'une vie, mais pour en nier la fin même. Tout ce que l'on découvrira 2200 ans plus tard, les fosses, les couleurs disparues, les rivières de mercure, les 8000 visages, découle de cette obsession première. La démesure de la tombe est à la mesure de la peur qui l'a fait naître. Un soldat vous regarde. Il a les sourcils légèrement froncés, la bouche serrée, une fine moustache et les cheveux noués en chignon sur le côté du crâne. À 3 pas de lui se tient son voisin, et ce voisin a un autre visage. Des pommettes plus hautes, un menton plus lourd, une expression plus lasse. Derrière eux, un troisième, un quatrième, un dixième, un centième. Vous avancez le long de la fosse, et chaque tête que vous croisez est celle d'un homme différent. Pas une variation, pas une ressemblance de famille, un individu. Vous ne marchez pas devant des statues, vous marchez devant une foule. C'est là que se niche le premier vertige de ce lieu. On s'attend, en découvrant des milliers de figurines produites par un même atelier, il y a plus de 2000 ans, à trouver des copies. Une matrice, un moule, un modèle répété à l'infini. C'est ainsi que l'Antiquité fabriquait en série. Et pourtant ici, la règle se brise. Parmi les milliers de guerriers exhumés, les archéologues n'ont pas trouvé 2 visages identiques. Chacun porte ses propres traits, la forme des yeux, le dessin des oreilles, l'épaisseur des lèvres, le pli du front, jusqu'au style de coiffure et de moustache qui varie d'un homme à l'autre. 8000 visages, aucun identique. Songez à ce que représente une telle prouesse. Vous croiserez peut-être un jour dans votre vie le regard de l'un de ces hommes de terre, et vous saurez que ce regard n'appartient qu'à lui seul depuis 22 siècles. Avant même de comprendre les visages, il faut mesurer l'armée. Elle repose dans 3 grandes fosses creusées à l'est du tombeau. La première, la plus vaste, s'étend sur une longueur équivalente à 2 terrains de football mis bout à bout. Elle contient à elle seule environ 6000 combattants, rangés en colonnes serrées dans de longs corridors de terre. La deuxième fosse rassemble une force mixte, archers, cavaliers, chars de guerre. La troisième, plus petite, ressemble à un poste de commandement, comme si les officiers y tenaient conseil. Au total, on estime la troupe à près de 8000 fantassins, accompagnés d'environ 670 chevaux d'argile et de 130 chars. Une armée complète, avec son infanterie, sa cavalerie, ses archers et son état-major, figés dans un ordre de bataille parfait. L'ampleur du travail donne le tournis. Chaque guerrier mesure la taille d'un homme adulte, parfois davantage. Les officiers dépassent souvent les personnages de rang inférieur, car dans cette armée, la hauteur marque le grade. Chaque figure pèse plusieurs centaines de kilos. Il a fallu extraire, pétrir, monter et cuire des quantités colossales d'argile, puis assembler le tout sans que l'ensemble s'effondre. La question s'impose alors d'elle-même. Comment un atelier antique a-t-il pu produire des milliers de colosses de terre, tous différents, sans que le chantier ne s'enlise pendant des siècles? La réponse tient dans une organisation d'une modernité stupéfiante. Les artisans de Qin n'ont pas sculpté chaque soldat d'un bloc, comme le ferait un artiste unique devant sa pierre. Ils ont décomposé le corps humain en éléments fabriqués séparément,
puis assemblées. Les jambes, d'abord, façonnées pleines et massives pour assurer la stabilité de l'ensemble, un socle vivant en quelque sorte. Le torse, ensuite, monté creux, comme un grand vase, pour alléger la structure. Les bras moulés à part, les mains à part encore, et la tête, enfin, produite séparément, puis fichée dans le col du buste. Chaque atelier standardisait ses composants, exactement comme l'empereur standardisait ses monnaies et ses mesures. On retrouve d'ailleurs, estampillées dans l'argile, les marques des maîtres qui dirigeaient ces équipes, de véritables signatures de contrôle qualité gravées il y a plus de 2000 ans. Voilà pour la chaîne, mais elle n'explique pas le mystère. Car si les corps sortent d'un système de production en série, les visages, eux, échappent à toute mécanique. C'est ici que le paradoxe atteint son sommet. D'un côté, une usine avant l'heure, avec ses pièces interchangeables et ses cadences. De l'autre, 8000 physionomies singulières, retravaillées une à une. Comment concilier l'industrie et l'unique? Le travail de la terre livre un premier indice. Sur une tête sortie du four, les artisans revenaient à la main. Ils ajoutaient de fines couches d'argile pour modeler un nez, creuser une ride, relever une pommette, dessiner une moustache, strier une chevelure. Le squelette du visage pouvait provenir d'un répertoire limité de formes de base, mais par-dessus, la main du sculpteur inventait un homme. C'est la rencontre de deux mondes que l'on croit incompatibles, la production de masse et le portrait. L'un fournissait la quantité, l'autre donnait l'âme. L'atmosphère de la fosse, aujourd'hui encore, porte la trace de cet effort. La lumière descend en biais sur les rangées ocre. L'air y est frais, chargé d'une odeur de terre humide et de poussière ancienne. On perçoit, en s'approchant, le grain de l'argile sur une joue, la finesse d'un sourcil, le pli d'une manche relevée. Ces hommes ne posent pas, ils attendent. Certains semblent tendus, d'autres presque sereins, comme surpris en pleine pensée. Le silence de la fosse n'est pas celui d'un musée, c'est celui d'une armée retenant son souffle. Reste alors la grande énigme, celle que des spécialistes n'ont pas tranchée. D'où vient une telle diversité de traits? Une hypothèse séduit particulièrement les chercheurs. Et si ces visages n'étaient pas inventés, mais copiés sur des vivants? Les soldats de la garde impériale peut-être, dont chaque figure serait le portrait fidèle. Cela expliquerait le réalisme troublant de certaines têtes, l'impression tenace de se tenir devant des personnes réelles plutôt que devant des types abstraits. D'autres spécialistes défendent une explication plus sobre. Les artisans auraient combiné un jeu d'éléments standardisés, plusieurs formes d'yeux, de nez, de bouche, d'oreilles, dont les innombrables assemblages suffisaient à créer une illusion d'unicité sans qu'aucun homme réel n'ait jamais posé. Une troisième voie réconcilie les deux, une base typée, produite en série, que la main de l'artisan personnalisait ensuite selon des traits observés autour de lui. Aucun texte antique ne décrit la méthode. Le débat reste ouvert, et il tient précisément à ce qui fait la puissance du lieu. Ces visages sont assez individuels pour qu'on les croie vivants, et assez systématiques pour qu'on les sache fabriquer. Quelle que soit la vérité, le résultat, lui, ne fait aucun doute. Le premier empereur n'a pas voulu une masse anonyme. Il a voulu une armée d'hommes, chacun avec son propre visage, sa propre présence, sa propre part d'humanité, pour l'accompagner dans un royaume où il comptait régner sans fin. Et si tant de soin fut consacré à des figures destinées à l'obscurité éternelle, à ne jamais être contemplées par un regard humain, c'est que rien dans ce tombeau n'était fait pour les vivants. Prenez un instant, avant de poursuivre, pour partager cette découverte d'un simple geste. Car ce que vous venez de voir, la plupart des gens l'ignorent encore. Le 29 mars 1974, un paysan enfonce sa bêche dans un champ sec du Shaanxi. Il ne cherche ni trésor ni gloire, il cherche de l'eau. Cette année-là, la sécheresse ronge la région et le village de Xiyang a besoin d'un puits. L'homme s'appelle Yang Jifa. Avec quelques voisins, il a choisi un coin de terre au pied du mont Li, à quelques kilomètres à l'est d'un modeste tertre couvert de broussailles dont personne, dans le village, ne sait vraiment ce qu'il recouvre. Il creuse 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. La terre est meuble, puis plus dure, et à environ 4 mètres de profondeur, la bêche heurte quelque chose qui n'est ni pierre ni racine. Ce qui remonte du trou ce jour-là va bouleverser l'histoire de l'archéologie mondiale. Les paysans dégagent d'abord des fragments d'argile cuite, rougeâtres,
curieusement régulier. Puis apparaît une forme qui les glace, un buste, et surtout une tête. Un visage humain, grandeur nature, aux yeux ouverts, surgissant de la terre après des siècles d'obscurité. Les hommes ne comprennent pas ce qu'ils tiennent. Certains croient à une divinité de terre, à une idole enfouie qu'il vaudrait mieux ne pas déranger. D'autres pensent à un vieux four à briques. Nul n'imagine une seconde qu'ils viennent de percer le toit de la plus grande armée souterraine jamais construite par l'homme. Il faut se représenter la scène pour en mesurer d'ironie. Pendant plus de 2000 ans, 8000 guerriers ont attendu dans le noir absolu, à quelques pas sous la surface, sous les pieds des générations de paysans qui labouraient ce champ. On y avait semé du grain, fait paître des bêtes, creusé déjà, peut-être, sans jamais rien soupçonner. Les habitants racontaient de vieilles histoires de morceaux de poterie surgissant du sol, de bribes de terre cuite qu'on rejetait sans y penser. La plus formidable trouvaille du XXe siècle dormait sous une terre à blé, et il aura fallu une sécheresse et un homme creusant un puits pour la réveiller. L'eau que Yang Jifa cherchait, il ne la trouvera jamais à cet endroit. Il trouvera bien autre chose. L'air, ce jour-là, sent la poussière sèche et l'argile fraîchement remuée. Le soleil de Mars tape sur la plaine nue. Au fond du trou étroit, dans la pénombre, le visage de terre fixe le ciel qu'il n'a pas vu depuis 22 siècles. Autour, les paysans se taisent, mal à l'aise, partagés entre la curiosité et une peur ancienne. Rien dans le silence de ce champ ne dit encore l'immensité de ce qui s'étend là-dessous. Une seule tête a émergé. 6000 autres attendent, invisibles, dans la seule première fosse. Ce qui suit tient à un fil. Bien des découvertes de ce genre ont été perdues par ignorance, dispersées, revendues, brisées. Les fragments auraient pu finir en remblai ou décorer la cour d'une ferme. Mais la nouvelle remonte. Un responsable local, alerté, comprend que ces débris ne ressemblent à rien de connu dans la région. Le signalement finit par atteindre les autorités compétentes, puis des archéologues professionnels. Des spécialistes se rendent sur place, et lorsqu'ils grattent la terre autour du puits, l'évidence les submerge. Il ne s'agit pas d'une figure isolée. Sous leurs pieds s'étend un alignement, puis un autre, puis des corridors entiers de guerriers rangés côte à côte. Ce n'est pas un objet qu'on a déterré, c'est un monde. Les fouilles qui s'ouvrent alors vont révéler l'échelle du prodige par étapes. La première fosse, mise au jour, dévoile ces milliers de fantassins en colonne. Puis, au fil des années suivantes, on sonde le terrain alentour et l'on découvre qu'elle n'est pas seule. Une deuxième fosse apparaît vers la fin des années 70, avec sa cavalerie et ses archers. Une troisième, plus petite, livre son état-major. Chaque coup de truelle recule la frontière du mystère. On croyait avoir trouvé une statue. On avait trouvé une armée. On croyait avoir trouvé une armée. On découvrait qu'elle gardait quelque chose de bien plus vaste encore. Car les archéologues comprennent vite que ces fosses ne sont pas le cœur du site. Elles n'en sont que l'avant-poste. À environ 1,5 km vers l'ouest se dresse ce tertre boisé que les villageois côtoyaient sans y penser. Le tumulus qui recouvre la sépulture même de l'empereur. L'armée n'est qu'une sentinelle postée aux abords. Ce que Yang Jifa a effleuré de sa bêche, ce n'est pas le trésor, mais sa garde avancée. Et cette garde, à elle seule, s'étend sur une surface telle qu'on met des années à en dresser le plan. Le contraste est saisissant. D'un côté, l'humilité de la découverte, un paysan, un outil, la recherche de l'eau, un geste répété depuis la nuit des temps. De l'autre, la démesure de ce qui surgit, la volonté d'un empereur, la sueur de centaines de milliers d'ouvriers, une armée entière façonnée pour l'éternité. 2200 ans séparent l'homme qui a ordonné cet ouvrage et celui qui l'a rouvert au monde, et il n'aura suffi que d'un coup de bêche pour les relier. L'archéologie connaît peu de moments aussi purs, la rencontre du hasard le plus banal et du dessein le plus grandiose. Le site, aujourd'hui, s'est transformé. Là où s'étendait un champ aride, s'élèvent désormais de vastes halles qui coiffent les fosses, protégeant les guerriers des intempéries et permettant aux fouilles de se poursuivre à l'abri. Des millions de visiteurs viennent chaque année s'accouder aux balustrades pour contempler, d'en haut, les rangées d'hommes de terre plongeant vers l'horizon obscur. Chefs d'État, savants, curieux du monde entier défilent devant cette armée que nul, pendant 2 millénaires, n'était censé voir. Et tout cela a commencé par un homme qui voulait simplement abreuver son village. Il reste dans cette histoire une vérité qui dépasse l'anecdote.
La découverte de 1974 n'a pas seulement révélé des statues, elle a rouvert un dossier resté clos pendant 22 siècles. Elle a confirmé qu'un texte ancien, longtemps tenu pour une exagération, disait peut-être vrai. Elle a montré que sous la plaine paisible du Shanxi dormait non pas un tombeau, mais toute une géographie souterraine. Et elle a posé, plus nettement que jamais, la question qui traverse ce lieu de part en part. Pour garder quoi, au juste, faut-il une armée de 8000 hommes qui ne meurent jamais? La bêche de Yang Jifa avait ouvert une porte. Ce qu'elle laissait entrevoir dépassait tout ce que l'on avait osé imaginer. Imaginer une ville entière enfouie sous la terre. Non pas un tombeau, non pas une salle unique où reposerait un cercueil, mais un territoire vaste comme une capitale, avec ses palais, ses bureaux, ses écuries, ses jardins et ses cours d'eau. C'est cela, en vérité, que le premier empereur a fait bâtir au pied du mont Li. L'armée de terre cuite, si prodigieuse soit-elle, n'en occupe qu'un angle. Le complexe funéraire tout entier couvre une surface d'environ 56 km², davantage que l'île de Manhattan. Sous la plaine paisible du Shaanxi ne dort pas un mort, dort un empire. Ce chiffre défie l'entendement. 56 km², c'est une agglomération que l'on traverse en voiture, un territoire où l'on pourrait loger des quartiers, des avenues, des parcs. Et pourtant, l'immense majorité de cette étendue n'a jamais été fouillée. Moins d'un centième du site a été exploré à ce jour. Tout le reste demeure scellé sous la terre, connu par sondage, par relevé, par intuition, mais jamais mis au jour. Ce que l'on admire dans les grandes halles n'est que la pointe visible d'une construction dont on ne mesure même pas les limites exactes. Pour comprendre l'idée qui gouverne ce lieu, il faut renoncer à y voir un cimetière. Qin Shi Huangdi n'a pas conçu une sépulture, il a conçu une réplique. Une copie souterraine de son empire, destinée à fonctionner dans l'au-delà exactement comme le monde des vivants fonctionnait à la surface. Un souverain a besoin d'une administration. On a donc retrouvé dans des fosses annexes des figures de fonctionnaires, hauts dignitaires de terre cuite, prêts à gérer l'état des morts, une tablette et un couteau de scribe glissés à la ceinture. Un empire a besoin de spectacles et de fêtes. On a exhumé des acrobates, des hommes forts, des athlètes au corps souple et musclé, saisis en plein mouvement, si différents des soldats rigides qu'on croirait à un autre univers. Une cour a besoin de musique. On a trouvé des musiciens, et jusqu'à des oiseaux aquatiques de bronze, grues, cygnes, oies, disposés au bord d'un cours d'eau souterrain reconstitué, comme sur la berge d'un jardin d'agrément. Rien n'a été oublié. L'empereur aurait ses écuries. On a mis au jour des fosses entières remplies d'ossements de chevaux véritables et des mangeoires disposées comme dans une vraie étable. Il aurait ses divertissements de chasse, ses animaux, ses réserves. Chaque besoin de la vie impériale a trouvé, sous la terre, son équivalent façonné ou enterré. Le mausolée n'imite pas la mort, il prolonge la vie. Il transpose, pièce par pièce, fonction par fonction, la totalité d'un monde dans les ténèbres, pour qu'un homme puisse continuer d'y régner sans rien perdre de ce qu'il possédait. Et au cœur de cette organisation surgit un détail qui n'a rien d'anodin. L'armée de terre cuite ne regarde pas n'importe où. Les milliers de guerriers sont tournés vers l'Est, tous. Rangés dans leurs corridors, lances et arbalètes prêtes, ils font face à une direction précise. Or, l'Est, ce n'est pas un hasard. C'est de là que venaient les 6 royaumes que l'empereur avait conquis pour unifier la Chine. C'est de là, des terres soumises et rancunières, que pouvait ressurgir la menace. Le premier empereur, même mort, même enfoui, a placé sa garde face à ses anciens ennemis. Il ne redoutait pas seulement les vivants, il a organisé sa défense pour l'éternité contre des adversaires qu'il avait pourtant vaincus de son vivant. Ce détail éclaire tout le reste. On aurait pu croire l'armée décorative, symbolique, une simple pompe funèbre à la démesure d'un souverain orgueilleux. Mais son orientation trahit une intention littérale. Ses soldats manquent la garde. Ils protègent quelque chose contre quelqu'un dans une direction donnée. La logique militaire de l'empereur vivant s'est prolongée, intacte dans son royaume des morts. La peur, encore, la peur qui l'avait habité toute sa vie. Peur de la mort, mais aussi peur de la revanche, de la trahison, du retour de ce qu'il avait cru soumettre. Le lieu, aujourd'hui, garde quelque chose de cette tension. Sous les hautes charpentes qui coiffent la première fosse,
la lumière descend, grise et froide, sur les rangées d'hommes tournés dans le même sens. Le sol dégage une odeur de terre profonde, minérale, presque métallique. On entend le lointain écho des pas des visiteurs se perdre dans l'immensité de la halle. Et devant soi, à perte de vue, ces milliers de regards fixent tous le même point de l'horizon, avec une obstination qui n'a pas faibli depuis 2200 ans. Ils attendent un ennemi qui ne viendra plus. Ils le guettent encore. Reste alors la question que soulève cette démesure. Pourquoi reproduire un empire entier sous la terre, avec un tel luxe de détails, quand tout cela était voué à l'obscurité, à ne jamais servir, à ne jamais être vu? La réponse tient à la conception que les anciens Chinois se faisaient de la mort. Pour eux, l'au-delà n'était pas un néant, ni un ailleurs vaporeux. C'était une continuation de l'existence, matérielle et concrète, où le défunt conservait ses besoins, ses fonctions, son rang. Un empereur devait donc y disposer de tout ce qui faisait de lui un empereur. Le priver de son armée, de ses fonctionnaires, de ses écuries et de ses musiciens, c'eût été le déchoir dans l'autre monde. Le mausolée n'est pas un caprice, c'est une nécessité, dictée par une vision cohérente de ce qui attend l'homme après la mort. Voilà pourquoi le premier empereur n'a pas fait creuser une tombe, mais fondé un royaume. Un royaume complet, autonome, peuplé de serviteurs qui ne dorment pas, gardé par des soldats qui ne meurent pas, administré par des fonctionnaires qui ne trahissent pas, animé par des artistes qui ne se lassent pas. Une image parfaite et figée de son empire, scellée sous une colline, offerte à un seul spectateur qui ne la contemplerait jamais de ses yeux vivants. Et au centre de ce monde souterrain, protégé par sa garde tournée vers l'est, veillé par toute cette cour de terre et de bronze, se dresse le point que rien ne protège autant. La sépulture même de l'homme pour qui tout cela fut bâti. L'empire des morts a un cœur, et ce cœur, personne ne l'a jamais vu. Les guerriers que le monde admire aujourd'hui sont gris. Gris terre, gris poussière, de la couleur uniforme de l'argile cuite. C'est ainsi qu'on les imagine, ainsi qu'on les photographie, ainsi qu'ils peuplent les livres et les affiches. Une armée monochrome, austère, presque minérale. Or, cette image est fausse. Elle est même l'exact contraire de la vérité. Lorsque ces soldats furent enfouis, il y a plus de 2200 ans, ils resplendissaient de couleurs. Rouge vif, vert profond, bleu, violet, rose, brun, blanc. Une armée éclatante, bariolée, presque criarde, où chaque tunique, chaque pantalon, chaque visage portait ses teintes propres. Ce que nous prenons pour leur aspect naturel n'est que le fantôme décoloré d'une splendeur perdue. La révélation est troublante. On croit contempler des statues telles qu'elles ont toujours été, et l'on découvre qu'elles ont subi, sous nos yeux, une métamorphose. Car ces couleurs n'ont pas disparu lentement, au fil des siècles, comme s'effacent les fresques d'une vieille église. Elles ont disparu à l'instant même où on les retrouvait. Certaines figures, exhumées intactes, conservaient encore leurs pigments éclatants au moment où la truelle dégageait la terre. Et puis, en quelques minutes à peine, sous le regard impuissant des archéologues, la couleur s'est recroquevillée, fendillée, détachée, tombée en poussière. Ce que 2 millénaires d'enfouissement avaient préservé, quelques instants d'air libre l'ont anéanti. Pour comprendre ce désastre, il faut connaître la manière dont ces guerriers furent peints. Une fois la figure sortie du four, les artisans ne posaient pas la couleur directement sur l'argile. Ils appliquaient d'abord une couche de laque, un vernis naturel tiré de la sève d'un arbre, qui servait de fond, d'apprêt, de liant entre la terre et la peinture. Sur cette laque ensuite venaient les pigments minéraux, broyés et mélangés, qui donnaient à chaque soldat ses couleurs vives. Ce système, remarquable pour l'époque, avait produit des œuvres d'une richesse chromatique éblouissante. Mais il portait en lui, sans que nul ne le sache, la cause de sa propre perte. Car la laque est un matériau capricieux. Tant qu'elle reste dans la terre humide, gorgée d'eau, plaquée contre l'argile, elle demeure stable, souple, adhérente. Elle a traversé ainsi 22 siècles sans faiblir. Mais qu'on l'expose à l'air sec et tout bascule. Privée de l'humidité qui la maintenait, la couche de laque se met à sécher brutalement. En séchant, elle se rétracte. En se rétractant, elle se déchire, se soulève, s'enroule sur elle-même comme une écorce au soleil. Et en se soulevant, elle emporte avec elle la fine pellicule de peinture qui reposait dessus. Le pigment ne s'efface pas, c'est son support qui l'arrache et l'entraîne dans sa chute. La couleur ne meurt pas de vieillesse, elle meurt de sécheresse en quelques dizaines de minutes.
L'air, dans la fosse, sent la terre remuer et l'humidité froide qui s'échappe du sol. Sur une épaule à peine dégagée, un archéologue distingue un instant un pan de tunique écarlate, une manche cernée de vert, la ligne noire d'une chevelure. Il sait déjà que cette vision ne durera pas. Sous la lumière, la surface se ternit, se craquelle, part en écailles minuscules qui se déposent sur la terre comme des pétales fanés. Il assiste, sans pouvoir l'empêcher, à la seconde mort de ce soldat, non plus celle de l'homme qu'il représentait, mais celle de l'artiste qui l'avait peint. Une œuvre de 2000 ans s'éteint entre ses doigts. Ce drame silencieux a changé la manière même de fouiller le site. Les premières fosses, ouvertes sans que l'on soupçonnât la fragilité des pigments, ont livré leurs guerriers déjà décolorés ou décolorés dans l'heure. La leçon fut brutale, mais salutaire. Les archéologues ont compris qu'ils ne détruisaient pas seulement de la peinture. Ils effaçaient une information irremplaçable sur l'apparence réelle de l'armée, sur les codes de couleur des uniformes, sur l'art des ateliers de Chine. Chaque figure exhumée trop vite était un livre brûlé avant d'être lu. Depuis, on a mis au point des techniques de conservation d'urgence. On maintient l'humidité, on applique des traitements qui stabilisent la laque, on emballe les surfaces dès leur apparition pour ralentir le séchage. Quelques guerriers, grâce à ces méthodes, ont pu conserver des traces de leurs couleurs originelles, précieux témoins de ce que fut l'armée entière. Mais ces succès partiels ont fait naître une évidence bien plus lourde. Si l'on ne sait pas encore protéger la couleur d'un simple soldat, comment protégerait-on ce qui repose au cœur du mausolée? Chaque fosse ouverte trop tôt est une perte. Chaque exhumation prématurée détruit ce qu'elle prétend sauver. Et cette constatation, née de la fragilité des pigments, dépasse de loin la question des guerriers. Elle pose un dilemme que les spécialistes n'ont pas résolu et qui divise aujourd'hui encore le monde savant. Faut-il continuer de creuser au risque de détruire à mesure que l'on découvre, ou faut-il au contraire laisser dormir ce que l'on ne sait pas préserver et attendre des techniques que l'on ne possède pas encore? D'un côté se rangent ceux pour qui la connaissance justifie le risque. Chaque année passée à ne pas fouiller, disent-ils, c'est du savoir perdu, des trésors qui se dégradent lentement dans l'ombre sans que personne n'en profite ni ne les étudie. La science existe pour voir, pour comprendre, pour mettre au jour. Laisser une armée entière dans la terre par excès de prudence reviendrait à trahir sa mission même. De l'autre côté se tiennent ceux que le sort des couleurs a rendus prudents. Ils ont vu la laque partir en écailles. Ils ont mesuré l'irréversible. Ce que l'on détruit ne revient pas, plaide-t-il. Mieux vaut une découverte différée qu'une destruction définitive. Le temps joue en faveur de celui qui attend, car les techniques ne cessent de progresser. Ce qu'on ne sait pas sauver aujourd'hui, on le saura peut-être demain. Cette fracture n'oppose pas des ignorants à des savants, ni des audacieux à des timorés. Elle oppose deux fidélités également légitimes. La fidélité à la connaissance, qui veut voir, et la fidélité à la conservation, qui veut préserver. Entre les deux, aucune réponse évidente. Et cette tension, née de la poussière colorée qui s'envole dans les fosses, ne fait que grandir à mesure que l'on approche du véritable enjeu du site. Car les guerriers, après tout, ne sont que la garde. Le débat qu'ils ont fait naître, celui de creuser ou d'attendre, prend une toute autre gravité lorsqu'il se porte sur ce qu'ils protègent. Sur la colline silencieuse, à quelque distance, se dresse le tumulus que nul n'a jamais rouvert. Et la question des couleurs perdues n'était que le seuil d'une question bien plus redoutable. Il existe, à la surface de la Terre, un trésor dont on connaît l'emplacement exact, dont on soupçonne la richesse fabuleuse, et que personne ne va chercher. Il ne se cache pas au fond d'un océan inaccessible, il ne gît pas sous des glaces d'un pôle, il repose sous une colline verdoyante de la province du Shaanxi, à 1,5 km à l'ouest de l'armée de terre cuite, parfaitement localisée, cartographiée, mesurée. C'est la sépulture même du premier empereur. Et depuis 2200 ans, nul ne l'a rouverte. Non par ignorance, non par impuissance, mais par choix. Le fait mérite qu'on s'y arrête, car il va à l'encontre de tout ce que l'on croit savoir de l'archéologie. On imagine volontiers que la grande tombe du premier empereur a été fouillée depuis longtemps, vidée, étudiée, exposée. Il n'en est rien. Le tumulus qui la recouvre, une colline artificielle qui s'élevait jadis bien plus haut qu'aujourd'hui, érodée par les siècles, n'a jamais été percée. La chambre funéraire de Qinshi Huangdi demeure scellée, intacte selon toute vraisemblance,
exactement dans l'état où on la close après la mort de l'empereur. C'est l'un des rares cas au monde où l'humanité, sachant précisément où se trouve un tel trésor, s'interdit délibérément d'y toucher. Cette abstention n'a rien d'un caprice ni d'un oubli. Elle procède d'une prudence durement acquise. Le sort des couleurs des guerriers a servi de terrible avertissement. Si l'exposition à l'air suffit à réduire en poussière la peinture d'un simple soldat, que deviendrait le contenu d'une chambre bien plus fragile, restée close depuis plus de 2 millénaires? On y trouverait sans doute des soieries, des lacs, des bois, des objets délicats, des matières organiques que le moindre contact avec l'atmosphère moderne pourrait détruire en quelques heures. Ouvrir la tombe aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, ce serait risquer de l'anéantir en la découvrant. Les archéologues le savent, et cette certitude les retient. À cette raison pratique s'ajoute une seconde, plus étrange, héritée des textes anciens. Selon les descriptions parvenues jusqu'à nous, la chambre impériale ne serait pas une simple crypte, mais un piège. On y aurait installé des mécanismes de défense, des arbalètes prêtes à décocher automatiquement leurs traits sur quiconque forcerait le passage. On y aurait répandu, dit-on, des substances mortelles. Ces récits, longtemps tenus pour de pures légendes, ont pris une consistance inattendue lorsque la science est venue, sur un point au moins, leur donner un semblant de raison. Mais quelle que soit la part de vérité de ces dangers antiques, ils pèsent eux aussi dans la balance de la prudence. Le tumulus, aujourd'hui, offre aux visiteurs un spectacle déroutant par sa banalité. Là où l'on attendrait un monument, une pyramide, une porte monumentale, on ne trouve qu'une colline couverte d'herbes et d'arbres, douce, arrondie, silencieuse. Rien n'indique la démesure de ce qu'elle recèle. On peut en gravir les pentes, s'y promener, s'asseoir à son sommet sous le vent tiède du Shaanxi, sans rien percevoir de l'empire enfoui sous ses pieds. Et c'est peut-être là que réside l'émotion la plus forte du site. Sous cette verdure paisible, sous cette terre ordinaire foulée par les promeneurs, dort peut-être la plus grande chambre au trésor de l'Antiquité, avec son cercueil, ses richesses, et, si les anciens disaient vrai, son ciel étoilé et ses rivières de métal. Nul ne le sait avec certitude, car nul n'a regardé. Cette situation unique a fait naître un débat qui divise profondément le monde savant, et que la fragilité des guerriers n'avait fait qu'esquisser. 3 positions s'affrontent, et chacune s'appuie sur des arguments solides. Les premiers plaident pour l'ouverture, maintenant. Ce que renferme la tombe, disent-ils, appartient à l'humanité tout entière, et le priver de connaissances au nom d'une prudence excessive revient à le condamner à l'ignorance. La chambre pourrait contenir des documents, des objets, des vérités historiques capables de transformer notre compréhension de la Chine antique. Chaque décennie d'attente, par ailleurs, n'est pas neutre. Sous la terre, l'humidité, les infiltrations, le temps continue leur œuvre de dégradation lente. Rien ne prouve que le contenu se conserve indéfiniment. Attendre, c'est aussi peut-être laisser périr en silence ce qu'on croit protéger. Les deuxièmes s'y opposent avec fermeté. Ouvrir aujourd'hui, affirme-t-il, serait une faute irréparable. L'histoire des couleurs envolées l'a démontré. On ne fouille bien qu'une fois, et ce qu'on détruit ne renaît jamais. Tant que les techniques de conservation ne garantissent pas la survie du contenu, toucher à la tombe reviendrait à sacrifier, par impatience, un héritage que des générations futures sauraient, elles, préserver intact. Le temps, dans cette optique, ne joue pas contre nous, il travaille pour nous, car chaque année apporte des outils nouveaux. Mieux vaut une tombe fermée et sauve qu'une tombe ouverte et perdue. Les troisièmes cherchent une voie médiane. Puisque la crainte porte sur le contact avec l'air, disent-ils, pourquoi ne pas explorer sans ouvrir? Les technologies modernes permettent de sonder le sol sans le percer. Radars capables de lire les structures enfouies, capteurs mesurant la composition des terres, instruments glissés par de minuscules ouvertures sans jamais briser la chambre. On pourrait ainsi cartographier l'intérieur, en deviner l'agencement, en confirmer ou infirmer les légendes sans jamais exposer le contenu à sa destruction. Une archéologie du regard sans effraction, patiente, non invasive, qui percerait le mystère par la connaissance plutôt que par la pioche. Aucune de ces 3 voies n'a triomphé, et c'est ce qui rend le débat si vivant. La fouille est irréversible. Les pertes, comme celles des couleurs, sont définitives, et les techniques ne cessent de progresser, repoussant sans fin le moment idéal, celui où l'on saurait enfin ouvrir sans détruire. Ce moment viendra-t-il un jour, et faut-il l'attendre indéfiniment? Personne ne peut le dire.
La colline garde son secret, et l'humanité, pour la première fois peut-être devant un trésor de cette ampleur, a choisi la retenue. L'armée de 8000 hommes veille toujours, tournée vers l'est. Et derrière elle, sous l'herbe tranquille, le premier empereur repose dans une chambre que personne, depuis 22 siècles, n'a osé rouvrir. Ce qui l'entoure, ce ciel étoilé et ces rivières que décrivaient les anciens, relèvent encore du récit. Il était temps de se pencher sur ce récit lui-même et de comprendre pourquoi la science a fini par le prendre au sérieux. Un siècle après la mort du premier empereur, un homme prend la plume pour décrire ce que renfermait sa tombe. Il s'appelle Sima Qian. Il est historien à la cour des Han, la dynastie qui a succédé à celle de Qin. Il n'a pas vu la chambre funéraire. Elle était déjà scellée, interdite, mortelle. Mais il rapporte ce que l'on en disait, ce que la mémoire collective en avait conservé. Et sa description est si extraordinaire que, pendant près de 2000 ans, on l'a rangée parmi les fables. Selon Sima Qian, la tombe reproduisait le monde entier. On y avait creusé les fleuves et les mers de la Chine, et on les avait remplis non pas d'eau, mais de mercure, ce métal liquide et brillant. Des mécanismes faisaient couler ces rivières d'argent, imitant le mouvement des eaux véritables. Au plafond de la chambre étaient figurés les astres, tout le ciel étoilé déployé au-dessus du souverain. En bas, la géographie de son empire, en haut, la voûte céleste. Un cosmos entier enfermé sous la terre. Le récit avait tout d'une légende. Des fleuves de métal liquide, un plafond constellé, des mécanismes hydrauliques mus par un métal toxique. Comment prendre au sérieux une telle vision, écrite un siècle après les faits par un homme qui rapportait des ouï-dire? Pendant des générations, les érudits ont lu ces pages avec la distance polie que l'on réserve aux récits merveilleux. On admirait la beauté de l'image sans y croire. Le premier empereur avait la démesure. Sa légende, sans doute, l'avait encore amplifiée. Les rivières de Mercure appartenaient au domaine du symbole, non à celui du réel. Et puis la science s'en est mêlée. À partir des années 80, puis de manière plus systématique au milieu des années 2000, des chercheurs ont entrepris d'analyser la composition du sol du tumulus. Ils ne pouvaient pas ouvrir la tombe, mais ils pouvaient interroger la terre qui la recouvrait. Ils ont prélevé des échantillons, des centaines, puis des milliers, sur toute l'étendue de la colline et alentour. Ils cherchaient la trace d'un élément précis, le mercure. Et ce qu'ils ont trouvé a réduit au silence les sceptiques les plus assurés. Au-dessus de la chambre funéraire, la concentration de mercure dans le sol s'envole. Une campagne d'analyse, portant sur des milliers de prélèvements, a révélé une anomalie flagrante. Là où devrait reposer la tombe, les taux de mercure sont bien supérieurs à la normale, sans commune mesure avec ceux des terres environnantes. Plus troublant encore, la répartition de cette anomalie n'est pas uniforme. Elle se concentre selon un motif, plus forte à certains endroits, plus faible à d'autres. Une distribution que certains chercheurs ont cru pouvoir rapprocher, prudemment, de la géographie des mers de la Chine, comme si le tracé des rivières décrites par Sima Qian se devinait encore, 2200 ans plus tard, dans la signature chimique du sol. Le vertige ici est intellectuel autant que sensoriel. Se tenir sur le tumulus, sentir sous ses semelles la terre ordinaire, l'herbe, les cailloux, et savoir que, quelques mètres plus bas, dort peut-être un métal liquide et brillant, répandu en rivière figée depuis la chute de la dynastie Qin. Le mercure ne bruit pas, ne bouge pas, n'émet aucun signal perceptible à l'homme qui marche dessus. Il est là, invisible, patient, empoisonné, exhalant lentement ses vapeurs vers la surface où les instruments les captent. La colline paisible respire un poison ancien, et ce souffle imperceptible est à ce jour la preuve indirecte la plus forte que le récit de l'historien reposait sur un fond de vérité. Il faut mesurer ce que cela change. Le mercure dans le sol ne prouve pas, à lui seul, l'existence de rivières sculptées ni d'un plafond étoilé. Il ne confirme pas chaque détail du texte, mais il valide son cœur. Oui, il y a du mercure sous cette colline, en quantité anormale, exactement là où un texte vieux de 2 millénaires en annonçait. Un écrit longtemps méprisé comme fabuleux se trouve, sur son point le plus invraisemblable, appuyé par la chimie. Ce genre de rencontre entre un récit antique et une mesure moderne est rare, et il oblige à relire Sima Qian d'un autre œil. S'il disait vrai sur le mercure, peut-être disait-il vrai sur le reste, sur le ciel étoilé, sur les mécanismes, sur les pièges.
reste une ombre au tableau, et elle touche à l'homme lui-même. Le premier empereur, on l'a vu, redoutait la mort au point de la combattre par tous les moyens. Il cherchait l'immortalité, buvait des élixirs censés prolonger son existence. Or, plusieurs de ces préparations, selon les connaissances de l'époque, contenaient précisément du mercure, réputé conférer la vie éternelle. L'ironie est cruelle et vertigineuse. Le métal dont il aurait rempli sa tombe pour y recréer les fleuves de son empire est peut-être le même qui, absorbé de son vivant, a précipité sa fin. Il aurait cherché l'éternité dans un poison et se serait tué en croyant se sauver. La substance de sa légende funèbre serait aussi celle de sa mort. Rien ne le prouve avec certitude, mais la coïncidence est trop forte pour qu'on l'ignore. Il faut pourtant rester à la lisière du certain. Le mercure dans le sol est un fait établi. Les rivières sculptées, le ciel étoilé, les mécanismes hydrauliques demeurent, eux, des descriptions non vérifiées. Personne n'a vu l'intérieur de la chambre. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que la Terre trahit une présence anormale de ce métal, et que cette présence coïncide de façon troublante avec un texte que l'on croyait imaginaire. Entre la preuve et le récit, subsiste un intervalle que seule l'ouverture de la tombe pourrait combler, et cette ouverture, précisément, personne ne l'entreprend. Le mercure, ainsi, est à la fois ce qui rend la légende crédible et ce qui rend la tombe redoutable. Il donne raison à Simatian, et il donne raison à ceux qui refusent de creuser. Ce poison silencieux garde le secret aussi sûrement que les 8000 soldats tournés vers l'Est. Il monte la garde à sa manière, chimique et invisible, autour d'un empereur qui, jusque dans la mort, aura su se rendre inaccessible. Dans les fosses de l'armée de terre cuite, les archéologues n'ont pas seulement exhumé des soldats, ils ont exhumé leur arsenal. Des dizaines de milliers d'armes véritables gisaient parmi les guerriers, des épées, des lances, des hallebardes, des arbalètes et une quantité stupéfiante de pointes de flèches, près de 40 000 en bronze, dispersées dans la terre des corridors. Or, ces armes posent une énigme que le simple bon sens rend saisissante. Le bronze, alliage de cuivre et d'étain, se corrode avec le temps. Enfoui plus de 2000 ans dans une terre humide, il aurait dû se couvrir de rouille verdâtre, s'effriter, perdre son tranchant. Certaines de ces armes, pourtant, sont ressorties du sol brillantes, intactes, et si affûtées qu'elles pouvaient encore trancher. 2 millénaires sous terre et une lame prête à servir. Le paradoxe a longtemps fasciné. Comment expliquer qu'un métal réputé fragile ait traversé les siècles sans se dégrader? La réponse que l'on a d'abord avancée relevait presque du prodige. En examinant certaines lames, des chercheurs avaient détecté à leur surface une fine pellicule contenant du chrome, cet élément que l'industrie moderne utilise précisément pour protéger l'acier de la corrosion, dans les traitements dits de chromage. La conclusion parut irrésistible. Les artisans de Chine auraient maîtrisé, il y a plus de 2000 ans, une technique de protection anti-corrosion que l'Occident n'a redécouverte qu'au XXe siècle. Une super-arme antique, une technologie perdue, un secret d'atelier oublié pendant des millénaires. L'idée était belle, elle a circulé dans les livres, les documentaires, les esprits, et elle était fausse. Il aura fallu attendre une étude minutieuse, menée à la fin des années 2010 par des chercheurs de Londres et de Cambridge, pour dissiper le mirage. Ces scientifiques ont analysé un grand nombre d'armes et de surfaces, et leurs conclusions ont renversé la légende. Le chrome détecté sur certaines lames n'était pas un traitement volontaire. Il n'avait jamais servi à protéger quoi que ce soit. Sa présence était accidentelle. Il provenait de la laque, ce même vernis naturel qui recouvrait les manches en bois, les carquois, les parties peintes des équipements voisins. Cette laque contenait des traces de chrome, et au fil des siècles, par contact, par migration dans le sol, une partie de cet élément s'était déposée sur le métal des armes. Le chrome n'était pas la cause de la conservation. Il n'en était qu'un témoin fortuit, un résidu chimique sans rôle protecteur. La vraie explication est plus sobre, et plus belle peut-être, car elle ne doit rien au miracle. Si les armes ont si bien résisté, c'est d'abord grâce à la qualité du bronze lui-même. Les alliages employés par les fondeurs de Chine étaient riches en étain, et un bronze à forte teneur en étain résiste naturellement mieux à la corrosion. À cela s'ajoute la nature particulière du sol de la région, une terre dont la composition, la faible acidité, les propriétés chimiques ont contribué à préserver le métal plutôt qu'à l'attaquer.
La conservation des armes n'est donc pas le fruit d'une technologie secrète, mais la rencontre d'un excellent alliage et d'un environnement favorable. Le prodige n'est pas dans une invention perdue, il est dans la maîtrise, bien réelle, de la métallurgie du bronze par les artisans de l'Empire. Et cette maîtrise, quand on l'examine de près, force le respect autant que ne l'aurait fait la légende du chrome. Prenez les mécanismes d'arbalète. Leurs pièces, retrouvées en grand nombre, révèlent une précision de fabrication déconcertante. Les composants d'un modèle donné étaient réalisés selon des dimensions si régulières qu'ils pouvaient, semble-t-il, se substituer les uns aux autres d'une arme à l'autre. Des pièces interchangeables, produites en série selon des normes strictes, dans des ateliers différents, mais avec des tolérances communes. C'est la standardisation appliquée à l'armement 2000 ans avant l'industrie moderne. La même volonté qui unifiait l'écriture, les monnaies et les mesures se retrouve, gravée dans le bronze des gâchettes. Cette rigueur reposait sur une organisation implacable. Les armes, comme les figures, portaient des inscriptions. Sur certaines lames, sur certaines pièces, les artisans avaient gravé des marques, le nom d'un atelier, celui d'un contremaître, parfois celui de l'ouvrier lui-même. Ce n'était pas de la vanité, c'était un système de responsabilité. Chaque pièce défectueuse pouvait être remontée jusqu'à son fabricant, et le châtiment, dans l'empire de Qin, n'avait rien de clément. Cette traçabilité impitoyable garantissait la qualité. Nul ne pouvait bâcler son ouvrage sans risquer d'en répondre. Grâce à ces marques, un fait singulier nous parvient à travers les siècles. Nous connaissons, gravés dans le métal, les noms de certains de ces artisans anonymes, ces mains qui façonnaient les armes de l'armée impériale. Des hommes ordinaires dont le nom a survécu 2200 ans non par la gloire, mais par le contrôle qualité. L'atmosphère des fosses garde la mémoire de cet arsenal. Sous la terre remuée, on distingue encore les traces laissées par les handes de bois disparues, les alignements où reposaient les carquois, les points où le métal affleure. L'odeur y est celle du sol froid et du bronze ancien. Ça et là, une pointe de flèche capte la lumière, verte de patine ou étrangement claire, selon qu'elle a plus ou moins bien traversé les siècles. Ces armes n'ont jamais frappé d'ennemis vivants. Elles furent forgées pour une guerre qui n'aurait jamais lieu, pour défendre un empereur mort contre des menaces posthumes. Et pourtant, elles sont vraies, tranchantes, mortelles, prêtes. L'armée de terre était fictive dans sa chair d'argile, mais réelle dans son acier. Ainsi tombe l'un des mythes les plus séduisants attachés à ce lieu. Il n'y eut pas de technologie perdue, pas de secret anti-corrosion venu du fond des âges. Il y eut, plus impressionnant encore, une civilisation capable de produire en masse un armement de haute qualité, normalisé, tracé, contrôlé, à une échelle et avec une rigueur qui n'auront leur équivalent que bien des siècles plus tard. La grandeur de Qin ne tient pas à un prodige inexpliqué. Elle tient à l'organisation méthodique du travail humain, poussée à un degré que l'on n'attend pas d'une époque si ancienne. Le vrai mystère n'était pas dans le chrome, il était dans les hommes qui, sous la contrainte et le génie d'un empire, ont su faire tout cela de leurs mains. Sur certains guerriers exhumés, la terre livre une trace qui déconcerte. Le corps d'argile est noirci, la surface craquelée, comme mordue par une chaleur violente. Des fragments portent la marque de flammes qui les ont léchés il y a très longtemps. L'armée immortelle, celle qui devait veiller pour l'éternité, a brûlé. Non pas des siècles après son abandon, non pas par accident tardif, mais peu de temps après avoir été mise en terre. Le feu est passé sur les fosses alors que l'empire qui les avait creusées venait à peine de s'effondrer. Il faut comprendre ce qui s'est joué dans les années qui suivirent la mort du premier empereur. Le souverain qui avait unifié la Chine, standardisé son écriture, ses mesures et ses armes, s'éteint en 210 avant notre ère, loin de sa capitale, au cours d'un voyage. Sa disparition ouvre une crise. L'empire qu'il avait bâti par la force et maintenu par la contrainte ne lui survit que quelques années. Son héritier se révèle incapable de tenir les rênes. Les révoltes éclatent, les anciens royaumes soumis relèvent la tête, et bientôt le vaste édifice de Qin se disloque dans la violence. La dynastie que le premier empereur avait rêvée éternelle, capable selon lui de durer 10 000 générations, s'écroule en moins d'une vingtaine d'années après sa fondation. C'est dans ce chaos que les fosses de l'armée de terre cuite auraient été profanées. Selon plusieurs interprétations des vestiges, des insurgés se seraient introduits dans les corridors souterrains peu après la chute de la dynastie. Ils y auraient cherché ce qui pouvait servir, les armes véritables, ces épées, ces lances, ces arbalètes de bronze rangées entre les guerriers.
Bien des fosses ont été retrouvées en partie vidées de leur armement, comme si des mains pressées les avaient dépouillées de leur métal. Puis le feu aurait achevé le pillage. Les charpentes de bois qui soutenaient les toits des fosses, les colonnes, les poutres, tout cela a flambé. L'incendie a ravagé les galeries, et sous la chaleur, les plafonds se sont effondrés. L'effondrement explique en grande partie l'état dans lequel on a retrouvé l'armée, car les guerriers, pour la plupart, n'étaient pas debout et intacts sous la terre. Ils gisaient brisés, fracassés, réduits en milliers de morceaux. Les toits, en s'écroulant, les avaient écrasés, décapités, disloqués. Ce que les archéologues ont mis au jour, ce n'était pas une armée rangée, mais un champ de ruines, des têtes séparées des corps, des bras arrachés, des torses effondrés les uns sur les autres. La véritable armée, celle des origines, avait été anéantie bien avant qu'on la redécouvre. Ce que l'on admire aujourd'hui debout, en rang serré, est le fruit d'un patient travail de reconstitution. Dans ce désastre, une figure a échappé au sort commun et elle est devenue l'un des joyaux du site. On l'appelle l'archer agenouillé. Contrairement à ses compagnons dressés de toute leur hauteur, ce soldat est représenté accroupi, un genou en terre, le buste penché, dans la posture d'un tireur prêt à décocher. Cette position basse l'a sauvé. Lorsque les plafonds se sont abattus, les guerriers debout, plus exposés, ont reçu de plein fouet la masse des décombres et se sont brisés. Lui, tapis près du sol, offrait moins de prise. Les poutres l'ont épargné, là où elles broyaient ses voisins. Il est ressorti de la terre presque intact, l'un des rares à avoir traversé les millénaires sans être réduit en fragments. Sa conservation est si remarquable qu'elle nous offre des détails d'une intimité troublante. En examinant la semelle de sa sandale, relevée sous son pied fléchi, on distingue encore le dessin des motifs antidérapants gravés dans la matière, la texture même de la chaussure, les stries destinées à assurer la prise sur le sol. 22 siècles nous séparent de l'artisan qui a modelé cette semelle, et pourtant le relief est là, net, presque neuf. On se penche sur le pied d'un soldat d'argile, et l'on touche du regard un geste d'atelier accompli sous le premier empereur. Le grand et le minuscule se rejoignent, une armée façonnée pour l'éternité, et le motif d'une semelle qui a défié le temps mieux que l'Empire lui-même. L'atmosphère de la fosse, à qui c'est la lyre, raconte encore cette catastrophe ancienne. Sous la lumière rasante, on repère les zones noircies, les couches de cendres mêlées à la terre, les endroits où le sol a rougi sous une chaleur oubliée. L'odeur y est minérale, terreuse, mais l'imagination y ajoute le souvenir d'une fumée disparue. Ici, il y a plus de 2000 ans, des hommes se sont glissés dans le noir pour arracher le bronze aux mains des guerriers de terre, et le feu a couru sur les poutres tandis que s'écroulait le monde qui les avait dressés. La garde immortelle n'a pas tenu même une génération. Elle est tombée avec l'empire qu'elle devait protéger. Puis vint le plus long des châtiments, l'oubli. Les fosses s'effondraient, ensevelies sous leurs propres décombres et sous la terre qui peu à peu les recouvrit, disparurent de la mémoire des hommes. Les dynasties se succédèrent, les siècles passèrent, les villages naquirent et moururent à la surface de la plaine. Nul ne savait plus ce qui dormait là-dessous. Le récit de Simatian évoquait bien le mausolée et sa démesure, mais l'armée elle-même, ses milliers de soldats, ne figurait dans aucune description parvenue jusqu'à nous. Elle avait été conçue pour rester cachée, et elle le resta au-delà de toute intention, oubliée non seulement des ennemis, mais de l'histoire tout entière. Pendant plus de 2000 ans, elle fut un secret que même les livres avaient perdu. Il y a, dans ce destin, une ironie amère qui rejoint le cœur même de l'entreprise du premier empereur. Il avait voulu une armée éternelle, une garde qui triompherait du temps et de la mort. Le temps a eu raison d'elle plus vite que de n'importe quoi d'autre. Les hommes de chair qu'elle imitait sont oubliés depuis longtemps. Les royaumes qu'elle surveillait ont disparu. Et elle-même, brisée par le feu et les décombres, a sombré dans un silence de 2 millénaires. Et pourtant, paradoxe ultime, c'est précisément cet ensevelissement, cet oubli total qui l'a sauvée. Enfouie, brisée, perdue. Elle échappa aux pillages ultérieurs, aux guerres, aux destructions volontaires. L'oubli qui la fit disparaître fut aussi ce qui la conserva. Ce qui devait garder un empereur pour l'éternité fut anéanti en une génération, puis préservé par 22 siècles de nuit, jusqu'au jour où une bêche, cherchant de l'eau, vint la ramener au monde. Aujourd'hui encore, la terre du Shanxi continue de parler. Les fouilles n'ont jamais cessé autour du mausolée, et chaque année, ou presque, apporte son lot de découvertes. On dégage de nouvelles figures, on identifie de nouvelles fosses, on met au jour des objets que nul n'attendait. Récemment, tout près du grand tombeau,
Une inscription a été retrouvée qui renvoie une fois de plus à l'obsession fondatrice du premier empereur, sa quête effrénée de la vie éternelle. 2200 ans après sa mort, l'homme qui refusait de mourir continue de livrer, par bribes, les traces de son combat perdu contre le temps. Le site n'est pas un musée figé, c'est un chantier vivant où le passé remonte lentement vers la lumière. Et pourtant, l'essentiel demeure hors de portée. Après des décennies de travaux, moins d'un centième de l'immense nécropole a été exploré. Tout le reste attend, sous la plaine, sous la colline, dans une obscurité que nul n'a troublée. Le mausolée du premier empereur reste, pour l'écrasante majorité de sa surface, un continent inconnu enfoui sous nos pieds. Ce que l'on a découvert, si prodigieux soit-il, n'est qu'un seuil. Derrière lui s'étend un monde entier, que les générations à venir exploreront peut-être, mais que la nôtre, prudente, laisse à son silence. Cette histoire lointaine a rencontré à plusieurs reprises le monde francophone. Lorsque des délégations de guerriers de terre cuite quittèrent la Chine pour être présentés à l'étranger, la France fut parmi les terres qui les accueillirent avec le plus de ferveur. Des expositions rassemblèrent à Paris et ailleurs des foules considérables, venues contempler ces soldats venus du fond des âges et de l'autre bout du monde. Bien des visiteurs francophones ont ainsi croisé, le temps d'une salle, le regard de ces hommes d'argile, sans toujours mesurer qu'ils se tenaient devant la garde d'un tombeau jamais rouvert. La rencontre est plus profonde qu'une simple exposition. Le geste du premier empereur trouve un écho dans l'histoire même de la France. Réunir des territoires morcelés en un seul ensemble, imposer une écriture, des mesures, une monnaie commune, faire d'une mosaïque de pouvoir un État unifié, cette ambition de rassembler et de normaliser parle à un pays qui a connu, à sa manière, la longue construction d'une unité nationale et l'adoption d'un système de mesures universel. Et le souci d'offrir à un souverain une dernière demeure à la hauteur de son règne n'est pas étranger à la France, qui possède, dans la basilique de Saint-Denis, sa propre nécropole royale, où reposent des dizaines de ses rois et de ses reines. D'un continent à l'autre, les puissants ont cherché dans la pierre et la terre une manière de survivre à leur propre fin. Il est temps, à présent, de revenir à la question posée au tout début, celle qui a traversé cette histoire de bout en bout. Pourquoi un empereur a-t-il fait enfouir 8000 soldats d'argile, chacun doté d'un visage unique, pour garder un tombeau que personne, en 2200 ans, n'a jamais osé rouvrir? La réponse, désormais, se laisse saisir. Le premier empereur ne concevait pas la mort comme une fin, mais comme le prolongement de son règne dans un autre monde. Il lui fallait donc emporter son empire avec lui, ses serviteurs, sa cour, ses écuries, ses trésors, et surtout son armée. Une armée d'hommes véritables, non de clones, car dans l'au-delà comme sur terre, un souverain se devait d'être entouré d'êtres singuliers, chacun avec son visage, sa présence, son âme. Et cette armée devait garder, contre les menaces éternelles, le cœur du dispositif, la sépulture d'un homme qui, ayant échoué à vaincre la mort, avait entrepris de la domestiquer. Les 8000 visages sont la mesure de cette ambition démesurée. Ils disent la peur d'un homme et la puissance d'un empire capable de transformer cette peur en un monde de terre. Mais si le rêve de l'empereur nous est aujourd'hui compréhensible, une énigme, elle, demeure entière, et elle divise ceux-là même qui consacrent leur vie à ce site. Faut-il, oui ou non, ouvrir la grande tombe? 3 voix s'affrontent, et aucune n'a emporté la décision. Les premiers voudraient l'ouvrir maintenant, convaincus que ce qu'elle renferme appartient à la connaissance humaine et se dégrade peut-être en silence à mesure que l'on tarde. Les deuxièmes s'y refusent absolument, échaudés par le souvenir des couleurs envolées en quelques minutes, persuadés qu'ouvrir aujourd'hui serait détruire à jamais ce que des techniques futures sauraient préserver. Les troisièmes rêvent d'une troisième voie, celle des sondes, des radars, des instruments qui liraient l'intérieur sans jamais briser le sceau, perçant le mystère sans profaner la chambre. Chacune de ces positions a ses savants, ses arguments, sa part de raison. Ouvrir, c'est risquer de perdre. Attendre, c'est risquer de laisser périr. Sonder sans ouvrir, c'est peut-être ne jamais vraiment savoir. Et vous, si la décision vous revenait, quelle voie choisiriez-vous? Faudrait-il ouvrir dès aujourd'hui le tombeau du premier empereur pour en révéler enfin les secrets, au risque de les détruire? Faudrait-il le laisser sceller pour les générations futures, quitte à ne jamais savoir de son vivant ce qu'il recèle?
Ou faudrait-il se contenter de le sonder de loin, sans jamais en briser le silence? Dites-le dans les commentaires et défendez votre choix. C'est le débat même qui occupe aujourd'hui les archéologues du monde entier. Il reste, sous cette colline verte du Shaanxi, un homme couché dans le noir, entouré, dit-on, de rivières de métal et d'un ciel d'étoiles, veillé par une armée aux 8000 visages, tournés vers l'Est. Il voulait l'éternité, il a obtenu le mystère. 2200 ans plus tard, nous connaissons son nom, nous foulons sa colline, nous croisons le regard de ses soldats, et nous n'avons toujours pas osé le rejoindre dans la chambre où il repose. Si ce voyage sous la terre du premier empereur vous a captivé, laissez un pouce levé et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque monument cache une énigme, et il en reste tant à déterrer ensemble.